Salam alaikum, marhaba bikoum, bienvenue sur la zone de Passer l'FM, 20h passées de 16 minutes, notre émission hebdomadaire La Prophétie. Nous accueillons ce soir donc Daoud et Omar. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Le sujet de ce soir, c'est l'islamophobie savante. Oui. Omar, avant de traiter de Daoud, pardon, excuse-moi. C'est la fatigue. Daoud, avant de commencer sur ce sujet-là, quelques mots sur cette maison d'édition. Donc en fait, les Lumières d'Orient sont une librairie. Alors à l'origine, il y avait une maison d'édition, les éditions Tasnim, qu'on a souvent présentées ici. Et chemin faisant, la même équipe a décidé de faire, dans la même perspective, une librairie en ligne, qui soit en fait un petit peu un refuge pour les gens en recherche, dans tous les domaines qui touchent au monde arabo-musulman. C'est-à-dire que ça peut être de la théologie pure, comme des livres sur le Coran, des hadiths, du fiqh, mais également des choses sur la culture, comme la cuisine, des choses importantes dont on a parlé il y a 2 semaines avec Taïb Shuref, par exemple, des choses sur l'art et l'artisanat. Donc un large panel de titres, un large panel de choix, mais avec une politique militante, on peut dire, c'est-à-dire la volonté de faire une sélection de ce qu'il y a de meilleur dans ce patrimoine, justement, puisqu'on vit à une époque où on a un peu à manger, à boire, comme on dit familièrement, avec un peu de tout, des traductions parfois moyennes, parfois mauvaises, parfois bonnes, mais qui ne sont pas connues du public musulman. Donc le but, c'était de faire la bibliothèque idéale avec, sur cette étendue de choix, allant du Coran à la jeunesse, en passant par l'histoire, la philosophie et beaucoup d'autres thèmes, avoir des livres de référence. Donc premièrement, des livres de référence. Deuxièmement, une possibilité pour le lecteur ou le futur lecteur de se faire une idée sur les produits. Donc c'est pour cela qu'on a commencé depuis quelques temps maintenant à faire tous les 15 jours un envoi à tous ceux qui s'inscrivent gratuitement de résumés d'ouvrages ou de DVD d'ailleurs, parce que ça peut être aussi des films ou des CD audio. Donc tous les 15 jours un résumé, un vrai résumé, c'est-à-dire le livre est réellement lu par l'équipe, on fait un résumé, une présentation, et puis à l'avenir, tout proche on espère, avec la refonte du site internet, on offrira à ceux qui viendront sur le site des émissions de radio, des vidéos qui présentent, alors soit l'auteur lui-même se présente son livre, en parle, et également à l'avenir organisation de conférences. En tout cas donc, Lumière d'Orient, c'est un concept culturel, une librairie pas comme les autres, une librairie c'est qui pas simplement une librairie. Voilà, le but c'est pas de vendre des livres. Le but c'est d'offrir quelque chose aux lecteurs pour que les gens aient un repère, parce qu'aujourd'hui on manque cruellement de repères. Et donc dernière particularité de Lumière d'Orient, c'est que la plupart du temps les librairies sont assez coupées les unes des autres. C'est-à-dire que si vous êtes une Fnac ou un Furet du Nord, vous travaillez assez peu avec les éditions musulmanes. Vous travaillez avec deux maisons d'édition, généralement c'est Bourlaq et Tawhid. Et quand vous êtes une librairie musulmane, en général, vous ne travaillez pas avec les éditeurs non musulmans. Fayer, Le Seuil, on en vend très peu dans les librairies musulmanes. Nous, Lumière d'Orient, on fait une sélection chez tout le monde. C'est-à-dire qu'on va en édition musulmane comme non musulmane, on fait le pont, afin de prendre ce qu'il y a de meilleur et être la librairie de référence, sans vouloir être prétentieux, dans tous ces domaines-là. Et donc, je me permets de parler d'où l'institution, à partir de cette année 2014, c'est depuis septembre, de faire chaque mois, pour les auditeurs de Pastel FM, une présentation d'un ou 2 livres qui permettent de redonner goût un peu à la communauté, à la lecture, parce que les gens lisent peu, finalement. On voit les chiffres de vente des romans ou de livres polémiques, 400 000, 500 000 vendus. En édition musulmane, si on vend 1000 livres, on est content, pour voir un petit peu l'écart qu'il y a. Et sans parler d'Harry Potter, qui se vend à bien plus que 500 000 exemplaires. C'est clair. Donc, une fois par mois, le dernier vendredi du mois, sauf exception, nous serons donc ici présents, Omar ou moi, ou nous deux, pour parler d'un thème à partir d'un livre, pour que les gens renouent avec cette chose quand même fondamentale qu'est la lecture. En tout cas, donc, au nom de l'équipe de La Prophétie, vous êtes les bienvenus. Merci bien. Donc c'est ce qu'on défend depuis plus de 15 ans ici, l'ouverture d'esprit. C'est vrai que l'idée on fait une émission arabo-musulmane sur l'islam, etc. Mais on vit pas seul, on n'est pas tout seul. Tout à fait. Et voilà, cette ouverture d'esprit, nous on la défend ici sur les ondes. Et ce soir, c'est la bonne illustration, puisque les 2 livres sont écrits par des non-musulmans, assez connus, et là, Omar va pouvoir nous en parler dès maintenant. Belle tradition de Daoud. Omar, salam alaikum. Alaikum salam. Donc les 2 ouvrages, donc le sujet, donc on aborde directement le sujet de l'islamophobie. Tout à fait. Savoir quels sont ces 2 sujets, ces deux ouvrages. Ces 2 ouvrages. Effectivement, le thème ce soir, Inch'Allah, ce sera donc l'islamophobie savante. Donc c'est une précision importante parce que il y a différentes façons dont s'exprime
ce qu'on peut désormais qualifier de fléau en France et ailleurs. Donc c'est l'islamophobie savante, et pour pouvoir donc traiter de ce thème, on va s'appuyer sur 2 ouvrages, et donc sur leurs 2 auteurs nécessairement. Donc peut-être je peux déjà dire quelques mots sur les 2 auteurs en question, et puis ensuite on donnera le titre des ouvrages. Alors en fait, il y a ces 2 auteurs dont un est un spécialiste de ce sujet, c'est un Américain, et l'autre n'est pas du tout spécialiste, mais précisément c'est là où il y a une vraie complémentarité entre ces 2 auteurs et ces 2 ouvrages sur le thème qui nous intéresse ce soir. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'on a voulu les présenter ensemble. Alors, l'auteur spécialiste, c'est un chercheur américain qui s'appelle John Richard Bowen, qui est un anthropologue américain, et il est professeur à la Washington University de Saint-Louis, c'est dans le Missouri aux États-Unis, mais il est aussi très présent en Europe, notamment en Angleterre, parce qu'il a longuement enseigné à la London School of Economics. Et aussi, il a fait partie de groupes de recherche à Sciences Po Paris. Et il parle plutôt très bien le français. Il a déjà été interviewé par des télévisions. Alors cet auteur, comme je disais, donc c'est un spécialiste du sujet de l'islam et son acclimatation dans les sociétés occidentales. Alors il s'est déjà fait connaître en France lorsqu'un de ses ouvrages a été traduit en français sous le titre de l'islam à la française. Donc c'est un ouvrage qui est une sorte de plongée dans le quotidien de l'islam en France. Et donc il a été interrogé les musulmans dans les mosquées. Il s'est intéressé aux écoles, comment l'islam est acclimaté dans les écoles de la République. Il s'est intéressé aussi à la difficulté qu'ont les musulmans de construire des lieux de culte, etc. Et donc il s'est posé une question assez simple. C'est est-ce qu'on peut être musulman et français ? Tout simplement. Et donc c'est à cette question qu'il répond dans son livre L'islam à la française. Donc c'est pas de cet ouvrage-là dont on va parler ce soir. Il a écrit d'autres ouvrages aussi, notamment un sur l'affaire du voile. Celui-là n'existe pas en français. En anglais, c'est Why the French Don't Like Headscarves. Et il a écrit aussi un livre qui est réédité chaque année, qui est une anthologie, une analyse anthropologique de l'islam. L'ouvrage, en revanche, qui nous intéresse ce soir de ce chercheur, c'est L'islam, un ennemi idéal. Donc, il a paru aux éditions Albin Michel en mars 2014. Et le titre original anglais, c'était Blaming Islam. Donc voilà, c'est sur cet ouvrage-là qu'on reviendra, Inch'Allah, en première partie d'émission. Et sur le second auteur, lui, il est beaucoup plus connu. Il n'est pourtant pas spécialiste du sujet du tout. Nous l'avions reçu ici sur Roubaix. Évidemment, et d'ailleurs vous l'avez reçu dernièrement. C'est Edoui Plenel. Donc, en quelques mots, Edoui Plenel, évidemment, il est très connu, mais on peut quand même rappeler rapidement quelques éléments de sa vie. Il est né, je crois qu'il est né en France, mais il a vécu son enfance sur les îles Caraïbes. Puis ensuite, il a vécu à Alger, avant de revenir en France en 1970. Il est journaliste, il a été rédacteur en chef du quotidien, un des plus connus en France, le quotidien Le Monde. Et en 2007, il a décidé de fonder un quotidien participatif, ou un journal participatif qui s'appelle Mediapart, et qui est entièrement sur Internet, et avec un pari absolument audacieux. C'est que le pari qu'ils ont fait, qui est complètement à contre-courant de tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de presse, c'est de faire un journal en ligne payant. Donc ça veut dire ne dépendre d'aucun financement, ni d'investisseurs, ni de publicité, parce que Edoui Plenel défend la nécessité d'avoir un journalisme qui soit indépendamment de tout intérêt, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de dire tout, d'analyser et critiquer toute chose sans être tenu par des boulets soit d'investisseurs ou soit d'annonceurs. Ou des boulets politiques aussi. Oui, évidemment, tout à fait. Alors, il anime aussi une chronique hebdomadaire sur France Culture qui s'appelle Le Monde selon Edoui Plenel. Et en termes d'ouvrages, bon, il en a écrit beaucoup, hein, mais si on se limite aux ouvrages les plus récents, il a écrit un livre qui s'appelle Combat pour une presse libre, aux éditions Galade en 2012, Le droit de savoir, aux éditions Point en février 2014,
et Dire non aux éditions Don Quichotte en mars 2014. Donc ces derniers livres en réalité sont tous autour justement de son combat pour une presse libre. Mais ce qui nous intéresse ce soir avec ce second auteur, c'est son dernier ouvrage qui est apparu aussi en 2014, en septembre dernier, qui s'appelle Pour les musulmans. Et ça a paru aux éditions La Découverte. Donc voilà, on va essayer de brosser un tableau de ce thème qui est vraiment plus que d'actualité, l'islamophobie. Une islamophobie assez particulière que les auteurs eux-mêmes qualifient d'islamophobie savante. Et d'ailleurs, si l'autre raison pour laquelle on a choisi ces deux ouvrages, c'est parce que eux-mêmes, dans leurs livres, indiquent qu'ils s'adressent en réalité à eux. Ils s'adressent aux gens d'en haut, comme il le dit Edoui Plenel lui-même. Et il explique pourquoi il s'adresse à cette France, entre guillemets, savante. Voilà, Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir sur tous ces thèmes. Donc 20h27, petite pause, et on se retrouve tout de suite après. Salam alaikum, de retour sur les ondes de Parcelle FM, 20h33, après cette superbe intermède musicale, d'accord. Donc juste signaler que tout ce qu'on passe aujourd'hui sur les ondes de Parcelle FM, vous pouvez le retrouver sur le site lumièredorient.com. Daoud, on rentre dans le vif du sujet, d'accord. Donc donc l'islamophobie savante, je le rappelle, hein. Donc avant de rentrer dans un sujet, on définit d'abord les termes. Islamophobie. D'où vient ce mot? En fait, il est très récent. Alors, on a l'habitude aujourd'hui en France d'avoir plusieurs mots pour différentes formes de discrimination. On a le mot racisme, le mot antisémitisme, qui était surajouté pour spécifier le racisme anti-juif. On parle également de judéophobie. Dans ces cas-là, c'est plutôt quand ça concerne la religion en tant que telle. Alors, islamophobie, c'est un mot qui est récent, qui aurait été fabriqué, ce mot, par un homme que les musulmans connaissent bien aujourd'hui, en général, parce qu'il a écrit une biographie du prophète qui est assez fameuse, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Étienne Diné, le peintre orientaliste de la fin du 19e siècle, mort en 1924, je crois, 27. Et donc, ce qui est intéressant dans ce mot, c'est qu'il est alors en plein dans l'actualité qu'on est en train de voir aujourd'hui, parce que Étienne Diné, lorsqu'il parle de l'islamophobie, il parle de l'islamophobie savante déjà, puisqu'il s'adresse à tous ceux qui sont dans l'élite, qu'elle soit politique, qu'elle soit universitaire, et c'est surtout elle, mais également religieuse. Alors en fait, il critique les orientalistes, les intellectuels orientalistes, parce qu'en fait, il y a un orientalisme artistique, dont il a fait partie lui-même, qui est plutôt dans le courant romantique, qui avait un amour quand même pour beaucoup de l'Orient. Puis il y a un orientalisme savant qui fait des recherches sur l'islam, sur l'Inde, sur la Chine, et qui lui est beaucoup plus raciste en général. Et à la fin du 19e siècle, donc à l'époque d'Étienne Diné, on est en plein dedans. Et Étienne Diné se convertit à l'islam en début du 20e siècle, et il va être, alors on le sait moins, les gens le savent moins, mais un combattant de la cause de l'islam, un fervent défenseur de la cause de l'islam, et il va écrire un livre que les éditions Tasnim d'ailleurs s'apprête dans les mois à venir à rééditer, qui s'appelle L'Orient dans le miroir de l'Occident, dans lequel, alors là, il dénonce, mais avec une virulence terrible, c'est encore plus violent que Plenel dans le livre de ce soir, et il critique ces islamophobes de l'époque, que sont des gens de l'Église et qui ont fait des recherches sur le sujet d'islam, mais également des universitaires. Donc voilà pour le mot islamophobie, la peur de l'islam. Donc pour revenir à ce que tu disais sur Étienne Diné concernant cette définition, est-ce que déjà à son époque, c'est-à-dire on est en fin 19e, tu disais? Oui, début 20e. Voilà. Est-ce qu'on peut comparer cette islamophobie à ce qu'on vit aujourd'hui? Parce que tu disais par exemple le livre qu'a écrit Étienne Diné, est-ce qu'on peut le comparer par exemple au livre de ce soir que Edoui Plenel avait écrit? En fait, c'est une excellente question que tu nous poses, Khalid, parce qu'en fait on est en plein dans le problème, le nœud du problème. Edoui Plenel comme Bowen critique donc l'islamophobie des savants ou de l'élite, c'est-à-dire hommes politiques, les plus haut placés. La grande différence entre Étienne Diné et son époque et nous, c'est l'histoire qui nous sépare. Et cette histoire, elle est violente et elle est très
marquante. Et c'est ce qui fait dire à des chercheurs aujourd'hui qui ont écrit un livre qui s'appelle Les Grecs, les Arabes et nous, enquête sur l'islamophobie savante. Ils disent bien que on ne peut pas aujourd'hui tenir les propos qu'on tenait il y a un siècle, puisque la recherche a changé. Premièrement, on sait que les musulmans sont pas des vilains barbares. Je veux dire, à l'époque, on en était encore là. Aujourd'hui, on n'en est plus là, Dieu merci. Et en plus, il y a un autre élément qui, lui, est dramatique, c'est qu'on a quand même eu la colonisation avec tous ces drames. On a fêté tristement célébré la commémoration du massacre des Algériens à Paris en octobre 61. On en parle très peu d'ailleurs. On en parle extrêmement peu. Donc on a quand même des événements de la colonisation qui ont marqué les consciences, et puis on a la Seconde Guerre mondiale. Ce qui fait que aujourd'hui, et c'est la force de ces deux livres, une des forces de ces deux livres, c'est de dire attention, les idées ont une conséquence sociale et elles peuvent pousser au crime et au meurtre. Et aujourd'hui, peut-être que nous sommes dans la même situation que les Juifs des années 30, lorsque des Allemands, des Français mettent de l'huile sur le feu et s'attaquent à des minorités pour des raisons qu'on va voir aujourd'hui. Et peut-être qu'on est dans la même situation. Donc la grande différence entre Étienne Dinet et Edwy Plenel, c'est que Étienne Dinet vit une époque où il n'y a pas encore un regard sur la colonisation et il n'y a surtout pas eu la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Omar. C'est une très bonne introduction de notre ami Daoud. Alors, effectivement, on va du coup rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a rappelé ce que c'était que l'islamophobie savante, c'est dans le sens où l'origine même de cette islamophobie vient d'en haut, comme le dit d'ailleurs Edwy Plenel dans son livre. Déjà à la page 17, il dit ce sont ceux d'en haut qui ici m'importent, tant les passions xénophobes ne sont jamais de génération spontanée, mais toujours suscitées et entretenues par des défaites plus essentielles, des défaites de la pensée. Donc là, évidemment, très clairement, il vise les élites, que ce soit politiques, médiatiques et même universitaires. On pourrait y revenir aussi parce que justement, une des thèses les plus inadmissibles, parce qu'elle est rigoureusement fausse et surtout elle est même criminelle, elle est soutenue par un grand universitaire dont s'inspirent beaucoup les partis d'extrême droite. Donc on y reviendra dans le fil de l'émission. En tout cas, maintenant, on peut rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On va commencer par parler un peu de la thèse du livre de John Bowen, cet anthropologue américain. Il commence par quelque chose de très intéressant, et ça, en ce sens, il se rejoint avec Edwy Plenel. C'est qu'il rappelle d'abord que la persécution d'un groupe pour son appartenance religieuse ou pour ses origines ethniques n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui a existé depuis l'histoire de l'humanité. Et la seule chose qu'il remarque, c'est que aujourd'hui, il s'agit ni des juifs, ni des catholiques, ni des protestants, mais des musulmans. Et il s'attarde sur cette question, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, ce soit ce groupe-là, en tout cas ce groupe désigné, qui fait figure, comme il le dit dans son titre même, d'ennemi idéal. Donc, pour pouvoir déjà comprendre, parce que ça c'est un état de fait, de se rendre compte que depuis toujours, des groupes ont fait l'objet de la haine de la majorité. Donc la première question qu'il pose et qui est très profonde et d'ailleurs assez difficile, il dit d'abord, qu'est-ce qui explique qu'on peut ressentir le besoin d'avoir un ennemi, tout simplement. Donc, en tant qu'anthropologue, lui, il apporte une réponse anthropologique, mais il avoue que c'est une question beaucoup plus profonde et qui appellerait normalement une réponse beaucoup plus particulière, par exemple une réponse psychologique, sociologique, voire même spirituelle. Mais ce qu'il avance, lui, comme réponse anthropologique à cette question, pourquoi a-t-on besoin de se construire un ennemi ? Il explique que les sociétés humaines ont l'habitude de se déployer selon un schéma d'opposition binaire, c'est-à-dire qu'ils se construisent selon la formule « nous contre les autres ». C'est-à-dire que c'est une forme c'est une façon de construire sa propre identité. C'est de s'identifier en s'opposant, en trouvant, disons, une opposition chez les autres. Il rappelle, pour recoller ça avec l'actualité, il dit par exemple que
pendant plusieurs décennies, l'Occident avait besoin d'un ennemi unique, et c'était le communisme. Et donc, on opposait le communisme au modèle occidental, et sur le plan économique, on opposait l'économie libérale à l'économie planifiée. Mais en réalité, on pourrait, si on voulait prolonger cette question posée par John Bowen, on pourrait dire qu'en réalité, c'est vrai dans beaucoup d'autres choses, et même chez les musulmans. Chacun sait que la shahada elle-même est construite sur une opposition. C'est que pour pouvoir se tourner vers la vérité, il faut rejeter l'erreur. Donc on construit toujours, quand on fait un choix, c'est que forcément on nie autre chose. Donc la première question, comme je dis, c'était d'admettre d'abord que c'est pas anormal, au contraire, c'est tout à fait humain que de ressentir le besoin d'avoir un ennemi. Sauf que se trouver un ennemi, pourquoi ? Ou une opposition plus qu'un ennemi, peut-être. Oui, alors là, ça prend la forme d'un ennemi, mais en tout cas une opposition. Mais surtout, il montre en fait effectivement, après la chute du communisme, progressivement, c'est l'islam en Europe qui s'est dessiné comme le nouvel ennemi. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est l'évidence même quand on regarde l'actualité, malheureusement, sur tous les plans, c'est que c'est véritablement ce qui se passe. Alors après, il va s'intéresser aux raisons, disons. Qu'est-ce qui explique que c'est l'islam en particulier qui est visé ? Alors il dit qu'il y a deux raisons principales. Une première raison, c'est l'ignorance. En fait, c'est que les personnes qui sont pas mal intentionnées, en fait, peuvent prendre l'islam pour ennemi par ignorance, tout simplement, parce qu'ils ne connaissent pas l'islam et ils n'en connaissent que ce qu'on veut bien leur montrer, surtout ce que leur montrent les grands médias, et que du coup, ils développent des peurs face à l'islam de manière, injustifiée. Et l'autre raison qui est évoquée par l'auteur, c'est cette fois-ci une islamophobie plutôt active, et qui est motivé par l'instrumentalisation, c'est-à-dire que c'est des groupes de personnes qui ont des intérêts et qui ont intérêt à ce que l'islamophobie soit développée et qu'elle se répande. Et donc dans ces autres types, disons, de groupes, il y a évidemment les politiciens, c'est le plus connu, qui instrumentalisent la question de l'immigration, de l'islam. On reviendra sur ces différents thèmes, mais également ça peut être d'autres personnes qui sont tout simplement haineuses. Voilà, donc ça c'est la première partie de son ouvrage, traite donc de la question de la raison pour laquelle tout être humain a naturellement besoin de se construire un ennemi, et ensuite il explique quelles sont les raisons qui conduisent les gens aujourd'hui, et en France en particulier, à avoir désigné l'islam. Donc, pour résumer, en fin de compte, l'Occident avait un ennemi, entre guillemets, l'Occident libéral avait un ennemi, le communisme, voilà. Après l'effondrement du bloc soviétique, la libération dans ce pays, etc. Il fallait justifier aussi, peut-être, parce que je pensais à ce que tu me disais par rapport aux États-Unis notamment, justifier les dépenses d'armement. Pendant longtemps, elles ont été justifiées par la montée du communisme, la peur, la guerre froide, tout ça. Peut-être Daoud en parlera peut-être un peu mieux que moi, historien. Mais bon, pendant longtemps, ils ont alimenté comme ça. Et donc là, le peuple américain se dit, le communisme n'existe plus. Pourquoi réarmer aussi autant ? Oui, tout à fait. Alors ça peut être un élément, mais de manière générale, ce qu'il veut dire, c'est que c'est toujours un vide qu'il faut combler d'une façon ou d'une autre. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons assez complexes, qui sont comme celles qu'on a évoquées, mais il y en a d'autres, aujourd'hui, il se trouve que c'est l'islam qui a été choisi comme ennemi. Alors, ce qu'il nous dit ensuite, c'est que une fois qu'on a compris cette construction, il faut ne pas tomber dans un piège. Et ce piège, c'est lequel ? C'est le fait de vouloir répondre donc à cette islamophobie sur le terrain des idées. Et il dit quelque chose de très important, c'est que quand on regarde cela à tête reposée, on se rend compte que les islamophobes, en fait, s'appuient presque toujours sur des erreurs, ou plutôt des mensonges en réalité, parce que c'est souvent conscient. Donc il dit qu'en fait, avant même de vouloir argumenter avec les islamophobes, il faut d'abord analyser sereinement ce sur quoi ils s'appuient pour justifier leur idéologie.
Et très souvent, ou pour ne pas dire toujours, donc John Bowen nous fait remarquer qu'en réalité, il se base toujours sur des mensonges. Donc il va citer un certain nombre d'exemples, des thèmes, disons, de prédilection de l'islamophobie savante. Donc dans son livre, on va pas pouvoir parler de tout en détail, mais disons que globalement, il évoque 3 grands thèmes. Le thème du multiculturalisme, le thème de l'immigration et le thème de l'envahissement de l'islam dans les sociétés occidentales, notamment que la charia devienne la loi de la République à la place de la loi civile. C'est important de pas tout dire, il faut susciter aussi l'envie de lire. Tout à fait. Voilà, mais ceci dit, on reviendra quand même sur chacun des points de ces thèmes. Daoud. Oui, alors vous me prenez de cours, j'écoutais sagement. De cours, juste moi, une question que je voulais te poser à Daoud, c'est ton avis sur pourquoi l'islam, en fin de compte. Pourquoi est-ce que voilà, la question qu'il faut se poser, mais pourquoi cet ennemi-là? Alors, ça pourrait être l'occasion d'une question qui ferait toute une émission. Pourquoi l'islam? Quelques éléments de réponse peut-être. Premier élément qu'a donné Omar, c'est quand même le besoin d'un ennemi. Parce qu'en fait, c'est une constante dans l'histoire. On a parlé du bloc communiste, mais c'est très récent, ça. C'est quand même une constante de l'histoire. Et Duplenel le dit très bien, hein, que c'est un indicateur de l'état d'une société. Quand une société va mal, elle s'en prend toujours aux minorités. Quelle que soit l'histoire, quelle que soit la société, je veux dire, balayons devant notre porte, dans le monde musulman, dans les années 1860, pardon, on a eu des minorités qui ont été malmenées, et il y a d'ailleurs un chef religieux et militaire fameux, l'Amir Abd al-Qadr, qui s'est opposé à cela. C'était à l'époque à Damas. On s'en était pris avec des minorités religieuses puisqu'il y avait des problèmes de crise économique, et en général on s'en prend. Voilà, donc c'est logique, j'ai envie de dire, qu'il y ait un bouc, ce qu'on appelle un bouc émissaire, en fait, celui qui prend tous les péchés de la société. La France va mal depuis plus de 30 ans, 40 ans aujourd'hui, donc il faut bien un ennemi. Alors après, il y a plusieurs catégories de raisons. Il y a une raison aussi idéologique, c'est la haine tout court de l'islam, qui est multiséculaire en France, qui est un héritage des croisades, puis de la colonisation, parce qu'il y a quand même un passif que la France a avec la colonisation. Elle n'a pas eu le même type de colonisation que d'autres pays. L'Angleterre n'a pas eu la même colonisation, le même type de colonisation que la France. La France, c'est une colonisation assez particulière, très paternaliste, très raciste aussi. Alors, je dis pas que l'Angleterre c'était une colonisation de rêve, hein, mais disons que, en tout cas, la France a eu un problème avec ses colonies, et notamment avec une colonie fameuse, c'est l'Algérie, qui était quand même un département français, il faut pas l'oublier, c'était pas une simple colonie, hein. C'était la France. C'était la France. Le divorce a été extrêmement violent. Aujourd'hui encore, toute une partie des électeurs du Front National sont des anciens de la guerre d'Algérie. Donc il y a un passé colonial et un passé de la rupture coloniale qui joue à plein dans cette histoire. Alors après, on peut entendre des considérations psychologiques, mais il y a beaucoup de raisons. Alors, à cela s'ajoute le fait que, contrairement, alors la première génération d'immigrés musulmans, les pères de famille qui venaient travailler, qui baissaient la tête, qui ne disaient rien, on ne les remarquait pas, ils ne dérangeaient pas, ils construisaient le pays. Les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus visibles, les gens sont en demande. C'est Al-Ramadan qui dit que c'est une bonne nouvelle quand une communauté demande d'avoir des cimetières musulmans, parce que ça veut dire qu'ils veulent rester ici. Et effectivement, il y a des demandes qui sont justifiées et qui sont un droit, puisque la France, elle a quand même colonisé et a mis un impact. Il y a eu un impact social après coup, hein. On a parlé d'Algérie, on prend rien que le taux d'analphabétisation après la conquête algérienne par la France. On sait que avant que la France soit en Algérie, il y avait un haut taux d'alphabétisation arabe en Algérie, et que lorsque la France a quitté l'Algérie, il y avait, je crois, 15% d'Algériens qui étaient alphabétisés en français. Ça, ce sont des chiffres de Benjamin Stora, hein, qui le dit. Je crois que c'est 80% avant la France et 15% après. Donc, c'est pas le sujet de ce soir, mais donc, en tout cas, il y a quand même des demandes de la communauté musulmane qui sont justifiées pour partie, en tout cas au moins, et ce qui crée une visibilité dans un état de crise. Ça crée des problèmes. Alors après, on pourrait évoquer un dernier élément qui est un élément stratégique, hein, comme tu l'as signalé, c'est que c'est très important de créer la peur chez les gens. Il y a Naomi Klein qui a écrit un livre fameux qui s'appelle La stratégie du choc, dans lequel elle parle de ça, hein. C'est toujours bon de faire peur aux gens, ça rapporte beaucoup d'argent et beaucoup de voix électorales. On l'a vu avec les élections
ces dernières années. Juste préciser, pour alimenter ou pour la discussion, concernant la conscientisation en fin de compte des musulmans en France, de leur pouvoir d'agir entre guillemets sur la société, des sociétés arabo-musulmanes qui se réveillent en fin de compte. Est-ce que ça peut jouer aussi sur une volonté de pouvoir freiner ces velléités démocratiques Alors bon, je pense qu'Omar en parlera en fin d'émission parce qu'il avait prévu justement de parler un petit peu de ce qui peut être fait. Ce qui est certain en tout cas, c'est que ce dont a le plus besoin la communauté musulmane aujourd'hui, c'est d'un savoir construit. Puisque on a parlé en début d'émission du peu de lecture, faut pas rêver. Si on est un bête consommateur qui est toute la soirée devant sa télévision, on sera jamais respecté. Les ouvriers en France, ils avaient beau être français catholiques, ils n'étaient pas respectés parce qu'ils avaient été contenus dans ce rôle de je travaille et je consomme. C'était chez les Romains, on disait du pain et des jeux. On en est exactement là aujourd'hui. Donc tant que les musulmans seront des pousseurs de caddie au champ et dans leur télévision, faut pas rêver. Pourquoi on serait respecté? Quel auteur qui disait il faut choisir entre être libre ou ne rien faire. On parle. Oui, alors pour revenir à notre auteur, donc je rappelais tout à l'heure qu'il a évoqué les différentes raisons et les différentes formes aussi qui étaient prises par l'islamophobie, et surtout le piège de ne pas répondre sur le terrain des idées, mais sur le terrain des faits. Avant de détailler les différents mensonges justement qui sont proférés à l'encontre des musulmans en Europe et en particulier en France, en Angleterre et en Allemagne et aussi aux Pays-Bas, on verra si on peut en parler. Il rappelle aussi une autre idée très importante également, c'est qu'on pourrait se dire bon, puisque ces islamophobes en fait finalement ils s'en servent juste pour leurs intérêts politiques ou pour assouvir leurs besoins disons d'exprimer leur haine, etc. Pourquoi leur accorder du temps et pourquoi chercher à les démasquer? Alors lui il dit qu'effectivement c'est très important en réalité de pouvoir déconstruire toute cette idéologie, et donc je le cite, il dit que ça serait oublier, le fait de ne pas répondre à cette islamophobie et la démasquer, ce serait oublier que ces déclarations ont des effets sociaux et psychologiques réels et durables parce qu'elles reflètent et encouragent une forme d'intolérance religieuse, source de haine et de violence. Donc c'est extrêmement important au contraire, c'est-à-dire que même si on pourrait se dire mais non, laissons-les les instrumentaliser, les gens ne sont pas dupes, tout le monde sait bien que l'islam c'est pas ce qui est décrit dans les médias, mais c'est pas si simple que ça. C'est qu'en réalité ce genre d'idéologie, lorsqu'elle se banalise, et là hélas c'est déjà largement banalisé. On voit bien maintenant que des polémistes bien connus sur tous les plateaux de télévision n'ont même plus aucune retenue maintenant pour dire des choses absolument incroyables. Donc il dit qu'il faut absolument faire attention à cela parce que le fait de banaliser ce genre d'idéologie, ça crée de la haine chez les gens et ça peut même conduire à de la violence concrètement. Et ça à nouveau, l'actualité le montre de plus en plus. Chaque jour, maintenant, vous entendrez que telle musulmane ou tel musulman a été même violenté ou agressé physiquement dans la rue simplement parce qu'il est musulman. Et donc voilà, ça c'était aussi quelque chose d'important parce que il va lui justement chercher à déconstruire les pseudo-arguments sur lesquels se basent ces islamophobes, et il le justifie par justement ce danger de ne pas le faire. Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais on va essayer d'évoquer quand même les trois thèmes que j'ai cités tout à l'heure. Un des thèmes de prédilection de l'islamophobie récente, c'est le multiculturalisme. Et en fait, le fait de dénoncer le multiculturalisme en tant que politique. On va voir justement que en réalité ça recouvre des acceptions assez variées, mais que le multiculturalisme en fait serait responsable de l'omniprésence des musulmans, que ce serait la source de la radicalisation des musulmans et voire même du terrorisme. Donc il va commencer d'abord à s'attaquer à cet argument-là. Pour rappel, en fait, cet argument a été soulevé presque de concert par trois grands dirigeants européens. Angela Merkel en premier,
suivi ensuite de David Cameron et même de Nicolas Sarkozy. Allemagne, Angleterre et France. Oui, là, pardon, Allemagne, l'Angleterre et la France, tout à fait. Alors, il va montrer d'abord que ce qu'il y a d'étonnant à ce que ces trois dirigeants politiques en parlent quasi en même temps, à quelques jours près. Et il montre d'abord que Angela Merkel, comme vous le savez, la politique en Allemagne fédérale, c'est beaucoup organisé comme sous forme de coalition, parce qu'aucun parti n'arrive à avoir une majorité pour gouverner. Donc il y a des grandes coalitions qui sont formées, et qui dit coalition dit appel du pied, forcément. Parce que si on veut s'allier avec un parti qui n'a pas exactement la même ligne politique que la nôtre, on est bien obligé de, entre guillemets, si vous me passez l'expression, de draguer ses électeurs. Brosser dans le sens du poil. Exactement. Et il montre donc John Bowen qu'au moment où Angela Merkel fait cette déclaration lors d'un meeting, elle avait à côté d'elle justement ses camarades de coalition de droite, et en fait c'était tout simplement pour essayer de se rallier les électeurs de ces partis-là. Et donc là on tombe dans ce qu'il disait tout à l'heure, dans l'instrumentalisation politique. Un autre exemple, donc, c'est celui de David Cameron qui, quelques jours après, a fait le même genre de déclaration, sauf que lui, il n'a pas instrumentalisé dans un but de rallier d'autres partis, ni d'essayer de faire des appels du pied aux idées d'extrême droite. Mais lui, c'était plutôt pour justifier. À ce moment-là, en fait, il était en train de présenter un programme économique de désengagement de l'État de tout ce qui est social, ce qui est déjà assez terrible aujourd'hui en Angleterre, mais encore poursuivre plus. La politique de Thatcher. Exactement. Et il avait donc utilisé cet argument pour dire que l'échec du multiculturalisme fait que l'Angleterre, au Royaume-Uni, nous avons intérêt à, au contraire, à amener les gens de plus en plus à ne pas se reposer sur l'État, parce que contrairement à la France, à l'Angleterre, donc l'État en fait a investi énormément dans les infrastructures des religions minoritaires. Il y a des aides importantes qui sont données pour les écoles, pour les lieux de culte, etc. Mais aussi en disant que son argument en réalité c'est pas tellement celui-là, c'est de dire que le fait de trop assister les gens et qui se retrouvent entre eux dans leur communauté en vase clos, ça ne les incite pas à aller chercher du travail, à devenir autonomes économiquement, etc. Et que il se propose lui de réduire les budgets de l'État qui vont favoriser par exemple la recherche du travail, et en dénonçant au passage que le multiculturalisme a favorisé le contraire, c'est-à-dire le fait de se recroqueviller et de ne pas être suffisamment impliqué dans la vie sociale. Donc ça, il cite encore d'autres exemples aux Pays-Bas, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Mais c'est simplement pour illustrer le fait que le multiculturalisme est cité en réalité pour instrumentaliser des idées politiques ou alors des idées économiques. Alors, il revient sur ce thème, comme je disais, de multiculturalisme, et il rappelle qu'en réalité, tous ces dirigeants, quand ils en parlent, en réalité, ils confondent plusieurs choses. Ils confondent plus précisément trois choses que recouvre le thème de multiculturalisme. Le premier, d'abord, c'est que le multiculturalisme, on peut l'entendre en tant que fait social. C'est-à-dire, c'est une réalité que les sociétés européennes, la France comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, ont des minorités qui ont été d'ailleurs même appelées par ces pays-là. Si on s'arrête à l'exemple de la France, dire l'immigration musulmane aujourd'hui a été en fait constituée dans l'après-guerre et surtout après les années 60 pour la reconstruction même de la France. Ça s'applique à l'Allemagne, ça s'applique à l'Angleterre. Évidemment, c'est pas les mêmes minorités, mais ça s'applique. Pour reconstruire l'Europe, on avait besoin de la main-d'œuvre. L'Europe sortait de la guerre. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose, c'est que le multiculturalisme, c'est un fait social, donc c'est en aucun cas une politique dans cette définition-là. La seconde, c'est que, c'est d'ailleurs une conséquence de la première, c'est qu'en réalité, le fait de constater l'état de fait
que plusieurs communautés religieuses cohabitent dans une nation. Par pragmatisme, par simple pragmatisme, les pouvoirs publics ont été amenés à donner des autorisations pour construire des lieux de culte. Ils ont été amenés, par exemple, à permettre que dans les écoles, il puisse y avoir des menus qui soient conformes donc aux différentes religions. Alors pourquoi il cite ce second exemple, par exemple, de politique pragmatique? C'est pour montrer qu'en fait, à nouveau, même dans ces efforts qui sont faits par les pouvoirs publics, on est toujours dans un multiculturalisme passif, c'est-à-dire qu'il n'est pas l'objet d'une politique active. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qui est utilisé pour permettre à l'islam de s'adapter en France depuis plusieurs décennies, en réalité, c'est simplement la réplication de ce qui a déjà existé pour les minorités religieuses précédentes. C'est les mêmes recettes qui sont utilisées, à peine adaptées, pour pouvoir permettre aux minorités donc musulmanes de s'intégrer en France, pour la raison assez simple que tout le monde connaît, c'est qu'au départ, ces immigrés-là n'avaient pas forcément vocation à rester s'installer en France, et d'ailleurs les pouvoirs publics eux-mêmes n'avaient pas forcément anticipé qu'ils pourraient avoir envie de rester, mais finalement c'est bien ce qui s'est passé. Et enfin, il y a un troisième sens qui est donné à cette notion de multiculturalisme, c'est en fait tout ça, des théories normatives. Et là, en revanche, on est vraiment dans le vrai multiculturalisme, c'est-à-dire où des penseurs, qu'ils soient philosophes, sociologues ou anthropologues, ont réfléchi à une politique concrète et réelle pour inspirer les pouvoirs publics ensuite de définir des politiques de mise en pratique pour permettre la cohabitation de différentes cultures. Et en fait, il montre donc l'auteur qu'en réalité, un petit peu en Angleterre, mais ni en France ni en Allemagne, il n'y a jamais réellement eu donc ce qu'il appelle lui des théories normatives de multiculturalisme. Et effectivement, tout s'est fait soit, comme je disais tout à l'heure, par un constat d'une réalité qui est déjà présente, soit par des politiques plutôt passives qui consistaient uniquement à adapter des méthodes qui s'appliquaient aux minorités précédentes. Alors, en faisant quelques recherches, on trouve qu'il existe pourtant des théories normatives qui ont été écrites qui sont tout à fait intelligentes. Par exemple, il y a Catherine Audard, qui est une philosophe française, qui était formée à l'École normale supérieure et à l'Université de la Sorbonne, et qui elle-même aussi est chercheuse à la London School of Economics, qui a écrit un article très intéressant qui s'appelle Multiculturalisme et transformation de la citoyenneté. Et c'est un texte assez compliqué parce qu'il a une approche philosophique de la question, mais il est vraiment intéressant dans la mesure où elle montre que il y a besoin justement de définir des théories normatives sur le multiculturalisme pour faire en sorte que les minorités et les différentes cultures qui cohabitent dans un pays puissent se faire de manière intelligente. Et ce qu'elle appelle, elle, se faire de manière intelligente, c'est une idée assez simple, mais pourtant qui est très importante. Elle dit que, pour reprendre ces termes, c'est qu'on ne peut pas construire une identité nationale avec des déracinés ou des déterritorialisés. Bon, c'est un terme un peu barbare, mais ce qu'elle veut dire avec des mots simples, c'est que si on exige des minorités culturelles de s'assimiler, donc de nier ce qu'ils sont, de nier leurs origines, leurs racines, et de même les méconnaître. Si on veut prendre ça comme point de départ pour construire une identité nationale, c'est un échec d'avance, parce que c'est pas possible de construire des gens équilibrés si on les oblige à se déraciner. En disant ce qu'ils sont. Si je peux juste, parce que ça me fait penser à des mots de Plenel que je voudrais lire, parce qu'ils sont très beaux. Il parle de cette question de l'assimilation, qu'il dénonce en fait, dans lequel il dit que ce qu'on demande en fait, ce que ces islamophobes d'aujourd'hui demandent, c'est l'inexistence de l'islam. On t'accepte si tu n'existes plus. Et il a donc l'invisibilité à un moment donné. C'est le terme qu'il emploie d'ailleurs, effacer, secret caché, l'invisibilité. Et donc, je vais juste lire quelques lignes, page 77, donc de l'ouvrage de Plenel pour les musulmans. L'assimilation est une injonction terrifiante qui fut aussi celle de la colonisation.
notamment françaises. N'accepter de l'autre qu'à la condition qu'il ne soit plus lui-même, ne le distinguer que s'il décide de nous ressembler, ne l'admettre que s'il renonce à tout ce qu'il fut. Rien à voir avec l'exigence d'intégration, où s'exprime une quête d'unité dans la pluralité. Et juste la page suivante, 78, l'impératif d'assimilation est une euphémisation, c'est-à-dire une façon de dire sans le dire, de plus doucement, donc une euphémisation de la disparition. En gros, assimiler, c'est disparaître. Une façon de souhaiter que les musulmans de France, à quelque degré qu'ils le soient, ne le soient plus. Ne le disent ni ne le revendiquent, ne l'expriment ni ne l'assument. Et c'est ainsi que les apprentis sorciers qui, trop souvent, nous gouvernent, enfantent des monstres. Donc on est en plein dans ce que vient de dire. On est en plein dans ce que vient de dire Omar. Oui, tout à fait. Oui, voilà. En tout cas, je voulais simplement citer cet exemple où justement il existe des personnes tout à fait intelligentes, des universitaires. Là, en l'occurrence, c'est une philosophe qui ont réfléchi avec des outils. Je dirais plus honnête. Oui, intelligente. Si. Alors après, ce que dit John Bowen, c'est il reproche pas en fait. Comment dire, qu'il n'y ait pas de théorie normative qui soit en faveur de l'intégration. Il reproche le fait qu'il n'en existe tout simplement pas, ou alors que les pouvoirs publics ne s'en inspirent pas du tout. Qu'il y ait des débats entre certains qui sont plutôt partisans de telle ou telle façon de traiter le problème, je pense que lui, il n'est pas contre. Il se plaint simplement que les pouvoirs publics ne s'en inspirent pas du tout, pourtant elles existent. Je vais juste citer une phrase qui est vraiment importante dans ce qu'elle dit. Elle dit que pour se démocratiser pleinement, la citoyenneté doit inclure la reconnaissance de l'individualité et par conséquent les identifications culturelles dont elle se nourrit. Donc en clair, elle dit que pour pouvoir construire une citoyenneté à l'échelle d'une nation, il faut impérativement reconnaître l'individualité de chacun et aussi de permettre à chacun de s'identifier à sa propre culture, de la connaître, de l'aimer, et que ce sera son terrain de base qui va ensuite lui permettre de s'unir au reste de la société à travers des idéaux qui sont plutôt au-delà de sa propre culture. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, on pourra aborder ensuite la question de l'immigration, peut-être après. Après une petite pause, peut-être, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Tandis que je sais. Donc ça va être une petite pause, pardon, parce qu'il y a encore plein de choses à dire. On a 2 ouvrages. Donc mardi 21h09, on se retrouve dans quelques instants. Salam alaikum, de retour saison de Pastel FM, 21h15, plein de choses ce soir, donc l'islamophobie savante, donc le temps de digérer tout ce qu'on a appris ce soir. Donc je rappelle les 2 ouvrages qu'on traite ce soir, donc c'est John Bowen, l'islam un ennemi idéal, et Louis Plenel pour les musulmans. Omar, donc on continue sur le premier ouvrage donc de John Bowen, oui. Et là on s'intéresse plus à la question de l'immigration. Tout à fait, sans surprise évidemment, l'immigration est aussi un thème de prédilection chez les islamophobes. Et ce qu'on nous rabâche très généralement à ce sujet-là, c'est le fameux choc des civilisations, donc qui a été rendu célèbre par un ouvrage d'un certain Samuel Huntington, qui prédit que l'islam en première loge est en fait le dernier rempart contre la liberté occidentale. Et le modèle occidental, il parle même dans d'autres ouvrages, il parle même de la fin de l'histoire. Et donc, comme je disais, donc sans surprise, c'est un thème qui va revenir de manière récurrente chez tous ces gens. Alors, qu'est-ce qu'en disent en quelques mots donc dans cette idéologie islamophobe savante en particulier? Donc ils défendent un certain nombre de théories plus farfelues les unes plus que les autres, mais qui n'en sont pas moins dangereuses, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors il y a une personne qui s'est rendue célèbre aussi avec des thèses de ce type-là, c'est un certain Renaud Camus, qui parle de grand remplacement. Donc qu'est-ce que ça veut dire le grand remplacement?
Donc lui, il théorise dans un livre édité à compte d'auteur que dans quelques décennies, donc les Français de souche, comme ils les appellent, charge à lui de démontrer qu'est-ce que ça veut dire un Français de souche. C'est ce que dit d'ailleurs Bowen dans son livre, qu'ils vont être remplacés littéralement par les populations immigrées. Et sur quoi il se base, évidemment, comme l'a rappelé l'auteur au début du livre, très souvent, pour ne pas dire toujours, ces islamophobes se basent sur des mensonges. C'est qu'en fait, ils se basent sur des statistiques que seul lui connaît, que le taux de fécondité des populations immigrées serait de 8 à 9 enfants par femme, et que celui des femmes de souche serait inférieur à 2 maintenant, à 1,8, et qui continuera de diminuer. Et donc il prédit que dans quelques décennies, c'est l'islam qui sera majoritaire en France, et que la loi française, ça sera la charia, et que le drapeau musulman sera planté dans tous les pays d'Europe. Rien de moins que ça. Voilà, donc ça paraît complètement farfelu, mais ceci dit, beaucoup de gens le reprennent. Donc évidemment, l'extrême droite, le Front National en France s'appuie beaucoup sur cette, et eux-mêmes popularisent cette idée de grand remplacement, mais même d'autres soi-disant intellectuels, comme Éric Zemmour par exemple, qui reprend ça dans son dernier ouvrage, Le suicide français. Bon. Ça, c'est qu'un élément parmi d'autres, cette théorie de grand remplacement, mais il y a aussi, de manière un peu moins grossière, l'idée selon laquelle, à défaut d'avoir un grand remplacement, ce qui est certain, c'est qu'au minimum, les valeurs occidentales sont menacées par des valeurs qui lui sont étrangères, comme les valeurs de l'islam, par exemple. C'est vrai que quand tu parles de la notion de remplacement, c'est vrai que certains Français y croient fermement. Enfin, si on leur fait croire, si on part sur la question des Français de souche, voilà, ils tout pensent. Tout à fait. Mais ceci dit, à force de leur rabâcher les mêmes choses, donc on finit par y croire. Alors effectivement, il y a des raisons à cela. D'abord parce que souvent par paresse intellectuelle, les gens préfèrent croire à des thèses simplistes, facile, que le fait d'avoir à réfléchir. Deuxièmement, et ça c'est très étonnant et anormal, c'est qu'on donne trop la parole dans les médias à des gens qui ont des thèses qui sont littéralement racistes en fait. Donc normalement ces gens-là devraient avoir des procès et pas avoir le tapis rouge sur tous les plateaux de télévision et sur tous les micros de radio, même de la radio publique. Alors il y a quelque chose d'intéressant, on va pas trop s'attarder sur le sujet parce que c'est un thème qui est assez connu. Je vais simplement citer un article qui est intéressant, qui a été fait suite justement à la publication du livre d'Éric Zemmour, et c'est un article qui est paru dans Le Monde, qui en fait prend les principaux faits et arguments cités dans ce livre et qui démontre en fait qu'à chaque fois ce sont des grossiers mensonges statistiques à l'appui. Bon, on renvoie les auditeurs à l'article. Il s'appelle Petites et grandes erreurs factuelles d'Éric Zemmour sur l'immigration, et on le trouve en lecture libre sur lemonde.fr. En tout cas, donc chacune des statistiques qu'il avance sont en fait démontrées, études à l'appui, que c'est complètement ridicule. Par exemple, il dit que le regroupement familial est la première source d'immigration, alors que ça aussi c'est rigoureusement faux parce qu'il confond tout. Le regroupement familial, on en parle uniquement pour des étrangers qui veulent faire venir leurs femmes ou leurs enfants, qui sont eux-mêmes étrangers et qui sont à l'étranger. Mais en réalité, la grande majorité des demandes de titres de séjour sont le fait de Français qui amènent un époux étranger, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit d'origine maghrébine, européenne, américaine ou tout ce qu'on veut. La question sur toutes ces statistiques, notamment en nombre de naissances, etc., c'est, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Daoud, c'est sur la définition, en fin de compte, des termes. Moi, est-ce que aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de libéralisation des idées, maintenant toutes les choses se disent sur les plateaux sans que ça ne gêne personne. La question c'est aujourd'hui on parle d'un islam de France, etc. Est-ce que ces gens sont considérés comme français? Apparemment non. Être né en France depuis 2-3 générations, on n'est toujours pas français. C'est ces questions-là qui ressortent en fin de compte de ces statistiques.
Alors, ça c'est intéressant aussi parce que l'auteur en parle également. Il dit par exemple que le fait de dire des immigrés de seconde ou troisième génération, c'est en fait une contradiction dans les termes. Et comme il le dit ironiquement, ça reviendrait à dire que chaque génération a réimmigré une deuxième fois. Ils sont rentrés et ils sont revenus en immigration. En fait, non, il y a eu une immigration. Et puis ensuite, c'est les enfants et les enfants de leurs enfants sont en fait français eux-mêmes. En tout cas, c'est intéressant de regarder cet article parce que on voit que quand on prend la peine, c'est ce à quoi nous invite John Bowen à la fin de son livre, quand on prend la peine d'aller regarder les faits sur lesquels et les chiffres vérifier sur lesquels se basent ces gens, on se rend compte à chaque fois que c'est des grossiers mensonges et qu'en fait on n'a même pas besoin de les combattre sur le terrain des idées, comme je disais au début de l'émission, mais qu'en fait il suffit de démontrer et de déconstruire les chiffres sur lesquels il s'appuie. Voilà, en tout cas, on pourrait en dire encore beaucoup sur cet auteur qui écrit un très bon livre. Donc, je rappelle le titre, c'est L'Islam, un ennemi idéal, chez Albin Michel. Et donc, on recommande vivement la lecture de ce livre. Je rappelle juste, c'est un petit bouquin. Oui, assez c'est ce que disait Daoud, en fin de compte, ça se lit assez rapidement, c'est pas quelque chose de... Non, alors, on a une discussion là, sur les choses, mais concrètement, il y a quand même, c'est un ouvrage qui quand même est tout à fait lisible par le profane. Il faut pas des connaissances. Non, pas du tout. Et ce qui est très intéressant, ce que personnellement j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il s'adresse beaucoup à la logique. En disant, en montrant que l'irrationnel, le fait de faire peur, ça s'adresse toujours à un esprit illogique. Et qu'il suffit parfois simplement d'avoir du bon sens et d'écouter ce qui a été dit ou de relire ce qui a été écrit pour se rendre compte que c'est complètement farfelu. Mais malheureusement, c'est criminel. Parce qu'en fait, on n'est pas en train de parler d'histoires drôles, de carambar, excusez-moi du terme, mais on parle de choses qui mettent la haine. Et Edoui Pellenel, dans son 2e chapitre, rappelle quand même que les chiffres, pour le coup, sont là. C'est que l'islamophobie en France, c'est une réalité qui n'est pas simplement vécue par les musulmans dans une sorte de paranoïa généralisée, mais les chiffres sont clairs et que les agressions à caractère racial, à caractère islamophobe surtout. Non, je veux dire de manière dans le panel général des agressions à l'encontre des personnes soit d'origine étrangère, noire, maghrébine ou autre, ce qui progresse le plus, ce sont des agressions islamophobes. Ce sont les chiffres qui le montrent. Donc ça, c'est absolument incontestable aujourd'hui, même si les médias, en tout cas tout ce qui est télévisé, en parlent très peu. Ça peut être des cimetières profanés, des mosquées cassées, vandalisées, des personnes agressées. C'est tout cela qui, au-delà de le sentiment de persécution généralisée qu'on a par rapport aux politiques qui sont menées, c'est le quotidien de beaucoup de gens aujourd'hui. Sans parler de tout ce qui est refus d'accords de construction pour des mosquées et autres faits. Omar, tu peut-être rajouter quelque chose? Oui, simplement aussi citer cet article aussi qui est très important. C'est aussi paru dans le journal Le Monde. Ça s'appelle Le fantasme du grand remplacement démographique. C'est aussi en lecture libre sur le site internet. Et cet article, en fait, déconstruit aussi les thèses de Monsieur Camus, qui a justement popularisé cette expression. Alors juste une parenthèse par rapport à cette histoire de remplacement. C'est quand même frappant de voir comment les anciens colons ont toujours pas d'être colonisés. Ça, c'est une constante de l'histoire aussi française. C'est que les premiers à être interventionnistes aujourd'hui ou à avoir été colonialistes hier sont les premiers à craindre ce qu'ils ont fait. Psychologiquement, c'est quand même intéressant à réfléchir. C'est 20h25, faut qu'on avance, donc on le rappelle à John Bowen, L'Islam, un ennemi idéal. Tout à fait. Le second ouvrage, oui, alors le second ouvrage, il est sur le même thème, quoiqu'il a une perspective légèrement différente. En tout cas, l'approche est différente. C'est en cela que on a trouvé qu'ils étaient tout à fait complémentaires. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qui est intéressante, c'est qu'il est écrit d'abord par quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste du sujet. Prendre la défense des musulmans aujourd'hui médiatiquement et publiquement, ça demande un certain courage. Je veux dire, ça, on peut pas le c'est risqué, c'est nul. Et pourtant, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui pourrait quel intérêt pourrait avoir Edoui Pellenel à le faire? On va le voir justement à travers la dernière partie de l'émission. Dans une demi-heure. Exactement. Et mais en tout cas, c'est vraiment un très bon livre également qu'on recommande vivement. Et il l'a intitulé Pour les musulmans. Et c'est en fait un clin d'œil, ou plutôt une référence à l'histoire.
à l'histoire, tout à fait, d'il y a plus d'un siècle. Mais je vais laisser Daoud en parler, il le fera mieux que moi. En fait, oui, pour les musulmans, en fait, il reprend le titre d'un texte d'un auteur fameux qu'on a tous étudié au lycée, au collège, en tout cas au lycée pour ce texte-là. C'est Émile Zola, le fameux auteur du J'accuse. Tous les élèves de France et de Navarre ont planché sur ce texte. Ils étaient obligés. Alors, je vais quand même faire le rappel pour les vilains cancres et autres élèves du Cobu qui nous écoutent. Parce que Zola, donc, c'est fin 19e, il meurt tout début 20e siècle. C'est un journaliste comme Plenel, un grand journaliste français, un auteur fameux, qui a écrit toute une série d'ouvrages, de romans qui sont très connus aujourd'hui et qui sont étudiés également en classe. Ce qui est intéressant, c'est que Zola, il a un courage à l'époque, il a un grand mérite, c'est que fin 19e siècle, on est en plein, alors 19e siècle, c'est le siècle du nationalisme, les nations se constituent et on se constitue généralement, comme l'a rappelé Omar tout à l'heure, par la confrontation avec l'autre. Et donc, il y a une communauté privilégiée, j'ai envie de dire, dans le mauvais sens du terme, qui va en pâtir, ce sont les Juifs. Ce sont pas les seuls, mais les Juifs en tout cas en particulier. Et fin 19e en France, il y a quand même une vague d'antisémitisme qui est assez forte. Et Zola, qui n'est pas juif, est écœuré par cela. Et il va écrire un texte qui s'appelle « Pour les Juifs ». D'où le texte de Plenel, ce qui est fort quand même aujourd'hui. Écrire un livre qui s'appelle « Pour les musulmans », quand on est journaliste, quand on est un journaliste archi connu comme Plenel, qu'on prend le titre d'un texte écrit par un journaliste très connu de l'époque, qui plus est l'auteur qui a défendu Dreyfus, et on va revenir sur ça, c'est un signe fort qui est donné à toute élite qui sait très bien de qui il parle. Donc Zola, rapidement, écrit pour les Juifs, il est contacté par un intellectuel qui s'appelle Bernard Lazare, qui lui dit, écoutez, vous avez parlé de l'antisémitisme, en ce moment même, il y a une affaire. Un capitaine, un militaire français est injustement accusé de trahison, et il est accusé parce qu'il est juif. C'est ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus, qui est très connue. On en a parlé il y a un mois lorsqu'on a parlé du sionisme ici même. Donc, capitaine Dreyfus, accusé d'être un espion, et en fait accusé à tort, et les ficelles sont tirées parce qu'en fait il est juif. Et donc on l'accuse pour cela. Donc la France est divisée en deux, Dreyfusards, anti-Dreyfusards, et là Zola arrive, et avec son J'accuse, il dénonce la manigance, le mensonge. C'est une affaire, il va être condamné, Zola, il va faire une amende, il va en mourir même, je veux dire, il a été très très malmené par cette histoire. Et donc, Edoui Plenel s'infiltre dans ce contexte-là, et c'est pas anodin, puisque non seulement il s'appuie sur on va dire un héritage fameux, il se compare à Zola, on pourrait dire il se fait plaisir, mais surtout il rappelle par ce clin d'œil que ce qu'on a fait aux Juifs hier, on peut le faire aux musulmans aujourd'hui, et le plus jamais ça, c'est en train de recommencer, puisque il y a eu l'affaire Dreyfus. Finalement Dreyfus a été réhabilité, mais ça a continué après avec l'extrême droite française, et ça a mené à Vichy et au nazisme, et ça Plenel en est parfaitement conscience. Et il le dit, c'est ce que je dis en début d'émission, Bohn le dit également, ce n'est pas anodin. Ce qui se passe, c'est qu'on prépare... Ce n'est que le début. Oui, ce n'est que le début. Ce sont des violences qui sont faites, pour l'instant verbalement. Quand Zemmour s'excite sur un plateau, il donne des cartouches à des gens qui sont des fous. Et il crée un climat malsain qui peut générer, ou plutôt dégénérer. Et donc Plenel est dans ce courant-là. Zola, Plenel, même combat, les Juifs d'un côté au 19e siècle, les musulmans aujourd'hui, et on ne le dira jamais assez. De sa part à lui, c'est vraiment un acte de courage, il n'a aucun intérêt à défendre les indéfendables aujourd'hui, surtout pas lui, qui a, ma foi, suffisamment de choses pour être consacré. T'hésites pas à intervenir. Omar, tout à fait, c'est très bien. Quelques mots sur cet ouvrage. En guise de transition, c'est très bien par rapport à ce que vient de dire Daoud, c'est que non seulement effectivement le fait de pouvoir banaliser ses idées, c'est extrêmement dangereux, et surtout ce qui est très grave, c'est quand il y a des cautions morales. Et c'est là on revient à notre thème de départ, c'est pourquoi on a parlé d'islamophobie savante, c'est qu'en fait il y a des gens qui sont considérés comme des intellectuels, qui eux-mêmes banalisent ces idées, et ça sert de caution morale à ceux qui sont de véritables gens qui sont haineux, et qui peuvent arriver jusqu'à la violence, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Alors, rapidement, pour resituer l'idée de ce livre de Plenel, c'est que il le dit lui-même dès le premier chapitre, c'est qu'il écoutait la radio, comme il le fait régulièrement, et il entend sur France Inter une intervention de l'invité de référence du jour, qui est Alain Finkielkraut, et qui commence son intervention avec cette phrase
il y a un problème de l'islam en France. Et il répète ça plusieurs fois pendant toute l'émission, et il le répétera d'ailleurs dans d'autres émissions. Et donc il y a tout un déballage de stigmatisation des musulmans dans cette émission. Donc ce qui lui l'a profondément choqué, c'est pas uniquement disons cette stigmatisation des musulmans, c'est d'abord le fait que ce soit sur une radio publique, par quelqu'un qui est considéré comme un philosophe, un intellectuel, qui plus est, qui a été élu à l'Académie française récemment. Ça veut dire qu'il engage avec lui l'autorité de cette institution. Et en plus, le couronnement, c'est que il est sans contradicteur. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que c'est une personne qui a une autorité, qui est connu, qui est considéré comme un philosophe, en plus membre de l'Académie française. Pardon. Et en plus, il n'a aucun contradicteur. Et c'est gravissime. C'est-à-dire que là, c'est un boulevard qui est ouvert finalement à des gens qui sont faibles ou alors qui n'attendent que cela, qu'on puisse légitimer la haine qu'ils portent déjà en eux-mêmes. Donc son ouvrage commence par cela, par montrer que c'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase, dans le sens où Alain Finkielkraut n'est pas du tout le seul. Il en est un exemple malheureux, mais il n'en est pas le seul. Alors, pour ceux qui liront le livre, et j'espère la majorité des gens qui nous écoutent, le premier chapitre lui est entièrement consacré, et il est d'une violence inouïe. C'est incroyable. Moi-même, j'étais étonné. Mais en fait, il est évidemment très courtois, mais alors, il est sans concession face à Alain Finkielkraut, et je crois qu'il est d'autant plus exigeant qu'il estime que à sa position, il n'a pas le droit de proférer ce genre de mensonges et donc de stigmatiser avec toutes les conséquences possibles que ça peut avoir. J'ai une remarque, Plenel fait un très bon parallèle entre la dérive lente de Finkielkraut et de la société française, puisqu'il rappelle quand même que cet auteur n'a pas toujours été, en tout cas n'a pas toujours eu le discours qu'il tient aujourd'hui. Pendant très longtemps, il n'avait pas du tout ce discours-là. Et Plenel rappelle que la société française, c'est un symptôme, Finkielkraut, de ce qui se passe en France, où on dégénère vers une islamophobie, mais grossière aujourd'hui. De sa part, ça devient grossier en fait, puisque en fait, il a parfois des arguments qui sont ras les pâquerettes. Et de sa part à lui, c'est d'autant plus dramatique qu'il était pendant très longtemps un philosophe de référence, anti-moderne, anticonformiste. On a parlé de Talal Ramadan tout à l'heure. Talal Ramadan, dans un de ses premiers livres, cite abondamment Finkielkraut, puisque dans les années 90, il n'était pas encore, en tout cas, il ne manifestait pas encore ce qu'il manifeste aujourd'hui. Alors, aussi une autre précision qui me semble importante à moi, c'est que évidemment ce qui choquait aussi Edouard Plenel dans cette histoire de cette émission de radio en tout cas, c'est aussi le symbole finalement. C'est le symbole de l'Académie française, de celui qui est considéré comme un philosophe. Mais dans les faits, ça c'est aussi un secret de Polichinelle. Maintenant, les élections à l'Académie française sont pas forcément réellement basé sur des critères extrêmement élevés. Et en l'occurrence, par exemple, quand Alain Finkielkraut a été élu à l'Académie, ça a généré beaucoup de réactions chez les intellectuels, chez les philosophes, et qui lui contestaient même ce titre. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a beaucoup de gens qui l'appellent le citosophe. Le citosophe parce qu'en fait, il lui reproche de ne pas avoir de vraie pensée originale et féconde. Et citosophe parce qu'en fait, il passe son temps à citer d'autres, et en particulier d'ailleurs, il cite deux auteurs, Hannah Arendt et Emmanuel Levinas, dans tous ses livres, il parle que d'eux, en lui disant, bah oui, mais quelle est ta pensée à toi, puisque tu cites toujours ces deux auteurs. En tout cas, simplement pour dire que c'est pas forcément une gloire que d'être élu aujourd'hui à l'Académie française, mais ce qui est plus une gloire, peut-être. Ça ne l'est plus en tout cas, ou ça l'est moins. Ça l'est moins. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le symbole qui était extrêmement important pour Edouard Plenel. Et donc dans cet ouvrage, lui, il va adopter plutôt un point de vue humaniste finalement, à se dire que c'est contraire aux idéaux mêmes de la France que de stigmatiser une population, et ce qu'il appelle lui l'essentialisation, c'est le fait de réduire les gens à une appartenance, par exemple religieuse ici. Et il va mentionner aussi un certain nombre de paradoxes, et on va pas pouvoir tous les citer, on n'aura pas le temps, mais on va au moins s'attarder sur un qui est extrêmement important. C'est en fait la connivence avec le Front National de ces idées-là. Et il va citer donc des choses tout à fait surprenantes. Par exemple,
un changement de stratégie radical qui s'est opéré chez le parti d'extrême droite en France depuis quelques mois au maximum années. Je vais simplement lire. Depuis l'arrivée de Marine Le Pen, pour pas la citer. Voilà, c'est ça. Disons que ça rentre un peu dans ce qu'ils appellent le processus de dédiabolisation. Et alors, il va citer des paroles de Louis Alliot, qui est le vice-président du Front National. Et il dit ceci. En distribuant des tracts dans la rue, le seul plafond de verre que je voyais, ce n'était pas l'immigration et l'islam. C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous. Il n'y a que cela. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. C'est très clair. Ce qu'il dit ici, ce qui est vraiment clairement dénoncé par Edoui Plenel, c'est que le Front National a compris que ce qui l'empêche d'être un parti reconnu et qui n'est pas entravé dans sa course au pouvoir, c'est l'antisémitisme. S'il renonce à l'antisémitisme, alors les portes lui sont grandes ouvertes. Et si en plus il remplace l'antisémitisme par l'islamophobie, alors là c'est même plus le tapis rouge, c'est les portes du palais qui lui sont ouvertes. Et il montre en fait en quoi des personnalités comme Finkielkraut ou Zemmour ou autres, en fait, eux-mêmes font le terrain de cette dédiabolisation, et que comme par enchantement, tout d'un coup, la France qui a persécuté les Juifs pendant très longtemps, tout d'un coup, sont devenus judéophiles, et que toute l'attention maintenant doit être portée sur les musulmans. Alors, ce qu'il va encore citer, donc ça c'est une dérive qui touche le Front National, qui a donc adopté une nouvelle stratégie qui a l'air de pas trop marcher, on peut le dire aujourd'hui. Il va ensuite citer les autres arguments sur lesquels s'appuient les islamophobes, qui sont différents de ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, il évoque évidemment la fameuse laïcité, de dire qu'aujourd'hui, si on a toutes les raisons de s'inquiéter du fait que l'islam occupe une place plus importante et que les musulmans sont plus visibles, c'est que ce serait notre laïcité qui serait en danger. Mais à nouveau, là, Edoui Plenel en fait une excellente démonstration. Il montre qu'en fait, tout cela est une supercherie, parce que la véritable laïcité, ce qu'il appelle lui la laïcité originelle, en fait, c'est tout le contraire. C'est une laïcité qui, au contraire, permet à toutes les minorités de pouvoir cohabiter sans avoir à renier leur propre histoire et leur propre culture. Il dit par exemple ici, dans son livre, la laïcité qu'ils invoquent comme un mantra n'a pas grand-chose à voir avec la laïcité originelle qui, loin d'une crispation face à l'affirmation des cultes minoritaires, signifiait leur reconnaissance. Donc lui, il montre que ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est que la laïcité chasse toute religion qui serait autre que le christianisme et le judaïsme d'ailleurs. Et au passage, il démontre qu'en fait, jamais on a démontré que les fameuses racines judéo-chrétiennes de l'Europe, jamais ça a été démontré, ça. Et que, en tout cas, ce qu'il dénonce en l'occurrence ici, c'est qu'on utilise la laïcité pour justifier qu'il est tout à fait légitime de craindre l'islam, et en tout cas de le mettre en dehors de la République. Juste une petite question à Daoud. Tu faisais en présentant donc l'ouvrage d'Edoui Plenel un rappel historique. Est-ce que c'est pas aussi un appel en fin de compte d'Edoui Plenel aux intellectuels en fin de compte entre guillemets juifs, de leur dire voilà, est-ce que vous avez la mémoire courte, l'histoire nous fait est peut-être pas un éternel recommencement, mais bon. N'oubliez pas l'histoire. Alors, aux intellectuels juifs, je ne sais pas, mais aux intellectuels tout court, ça c'est sûr. Et là encore, il se met dans le lignage de Zola, puisque Zola, quand il écrit pour les juifs, il s'intéresse également aux intellectuels. D'ailleurs, il parle, Plenel dans son livre, de l'antisémitisme et de l'islamophobie des salons parisiens, des intellectuels, des hommes politiques. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, parenthèse,
le lien entre les deux livres, c'est que Bowen a écrit le livre en 2012, hein, il est sorti en anglais en 2012. Il est plus centré sur la politique menée par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, finalement. Et Plenel, c'est un livre à chaud, là, qui vient de sortir, où on est dans le Parti socialiste avec un long chapitre sur Manuel Valls, donc l'élite politique. Et c'est très intéressant de voir comment, finalement, il y a une continuité. Valls est le continuateur, bon, on sait tous, mais quand même, c'est bon de le lire et de voir un petit peu les mécanismes. Et donc, en tout cas, Plenel, très clairement, il dit, le problème qui m'intéresse, c'est l'islamophobie savante, et c'est à l'opinion publique menée par les intellectuels d'y répondre. Et il dit, c'est pour cela que j'écris ce livre. Je l'écris pour susciter dans l'opinion publique, il dit clairement, je prends la défense de nos compatriotes d'origine, de culture, de croyance musulmane. Et donc effectivement, parce qu'ils sont malmenés, parce qu'ils sont malmenés, mais c'est une posture d'intellectuel, c'est un manifeste, ni plus ni moins en fait. Autant Bowen, son livre, c'est une étude, pas une étude au sens technique du terme, hein, je veux dire, c'est pas non plus plein de chiffres, mais c'est une étude quand même sur des faits bien précis. Plenel, lui, écrit un manifeste sur un climat ambiant, alors argumenté, posé, mais dans la simplicité. Quelques petits chapitres, il y a 8 ou 9 petits chapitres dans lesquels il se concentre sur un thème, mais c'est un manifeste. Il le dit au début, il le dit à la fin, je prends la défense, et c'est ça que je trouve courageux de sa part, je prends la défense des indéfendables, au nom des intellectuels qui doivent me suivre. Tout à fait. Ça n'empêche d'ailleurs pas ce titre et c'est l'idée de cet ouvrage. Ça n'empêche pas de rester universel parce qu'il précise que d'ailleurs quand il est interrogé à la radio ou à la télévision, il dit toujours que ce livre aurait pu s'appeler pour les Roms, pour les minorités, pour la France, pour l'humanité même. Donc simplement s'il a écrit pour les musulmans, c'est qu'il estime qu'aujourd'hui ce sont eux qui sont les plus visés par cette stigmatisation et qui sont le plus en danger aussi par ses conséquences. Alors, comme Bowen lui-même indique aussi en quoi c'est dangereux de laisser ces idées se banaliser, et il a aussi vraiment une très belle phrase qu'il cite en fait d'Émile Zola, et il dit que qu'on finit par créer un danger en criant chaque matin qu'il existe. À force de montrer au peuple un épouvantail, on crée le monstre réel. Donc ça c'est aussi très fort, donc c'est d'ailleurs une très belle phrase même du point de vue littéraire. C'est qu'en banalisant en fait des idées, elles deviennent réelles. Donc ça va même très loin. Je crois que tu voulais même toi-même citer cette... Tout à fait, parce que c'est vrai que c'est dire la France n'a pas le droit aujourd'hui d'en arriver là. Je veux dire, on a quand même des documentaires à la télévision, à la radio, chaque semaine sur la Seconde Guerre mondiale, où on voit le prix d'une idéologie extrémiste, et un extrémisme pas du tout religieux pour le coup, un extrémisme tout ce qu'il y a de plus athée, un extrémisme racial, ethnique, et la France n'a donc pas le droit aujourd'hui, du fait de son histoire, du fait que quand même il y a un vivre ensemble aujourd'hui, et il n'arrête pas de le rappeler Plenel. Je veux dire, on est quand même plus coupés les uns des autres. Je veux dire, on est sur les mêmes bancs de l'université, les mêmes bancs de l'école, on se côtoie. On n'a plus d'excuses, même de notre part à nous d'ailleurs, on n'a plus d'excuses de nos ancêtres dans le rapport aux non-musulmans. Ce qui fait que c'est un d'autant plus grave. En fait. Voilà, c'est vraiment proprement criminel. C'est-à-dire que on peut, sans exagérer, dire que chaque agression en France d'une musulmane, d'un musulman, d'une mosquée, d'un cimetière, Zemmour en porte une responsabilité morale, puisque volontairement ou involontairement, et chacun est libre de penser ce qu'il veut, il appelle à cela. En banalisant des choses, et il a été encore plus loin, parce qu'il a même remis en cause la dureté de Vichy envers les Juifs. Enfin bon. On peut peut-être aborder un dernier aspect donc de l'ouvrage, une dernière idée qui est aussi très importante, qui rejoint Bowen, sauf que Bowen insiste moins sur cette question-là. En fait, c'est quelles sont parmi les différentes raisons qui, comme on le disait tout à l'heure, qui amenaient les gens à soit développer des thèses islamophobes ou en tout cas à les entretenir. Il cite lui aussi la diversion. C'est qu'en fait, une des façons d'instrumentaliser l'islam, c'est aussi de faire oublier les vrais problèmes qui concernent les gens aujourd'hui. Et si on parle de la France, c'est les vrais problèmes qui concernent chaque Français quotidiennement. Et ces problèmes sont simples, hein. C'est des problèmes sociaux, des problèmes économiques et aussi des problèmes de liberté.
Et donc il va montrer, il fait un parallèle à nouveau ici avec les États-Unis, et il montre que comme ça s'est passé au lendemain du 11 septembre, on a fait voter des lois liberticides. C'est très connu, ça s'appelle le Patriot Act aux États-Unis, où on a fait voter des lois qu'on n'aurait jamais réussi à faire voter, parce que qui peut accepter qu'on vote des lois qui nous privent de notre liberté de nous exprimer, de notre liberté de nous déplacer, de défendre. Voilà, je veux dire, n'importe quel citoyen ne peut pas accepter ça, c'est pas possible. Mais quand, comme l'a cité tout à l'heure Daoud, cet ouvrage très important de Naomi Klein qui s'appelle La stratégie du choc, c'est des méthodes qui sont utilisées pour que les gens soient littéralement incapables de s'opposer à des choses qui leur sont en fait totalement défavorables. Et donc il fait le parallèle avec le Patriot Act qui a suivi le 11 septembre, en montrant que aujourd'hui on cherche avec l'islamophobie à faire diversion sur les vraies questions qui se posent aujourd'hui pour les Français, et en l'occurrence les questions sociales, les questions économiques, et que pendant qu'on détourne l'attention des gens vers des faux problèmes, on permet que les vrais problèmes ne soient pas traités. Et il cite, je vais le citer ici parce qu'il a aussi une très belle phrase pour dire ça. Il dit que les opprimés, pendant que les opprimés se font la guerre au nom de l'origine, les oppresseurs, eux, ont la paix, mais pour faire affaire. Quand il dit affaire, évidemment, c'est le business, c'est faire des affaires. Cette course folle à l'accumulation où se creusent comme jamais des inégalités proprement insupportables. Donc là, il dénonce clairement l'instrumentalisation de l'islamophobie pour faire oublier que les vraies questions aujourd'hui, c'est le chômage, c'est le fait que les gens n'ont pas accès au logement, qui n'ont pas accès à la formation, que le système scolaire est de plus en plus créateur d'inégalités, et que surtout, parce que là il dénonce aussi le fait que une poignée de gens se partagent le pouvoir et l'argent, et que ces inégalités-là en fait se reproduisent de génération en génération, et pour éviter que les gens s'en préoccupent, on les occupe avec des faux problèmes. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que j'ai dit. J'ai peut-être été maladroit quand je te parlais d'intellectuels juifs. C'est surtout par rapport à la question de l'antisémitisme en fin de compte, pour faire un parallèle en fin de compte, dire que voilà, c'était juste pour préciser ma pensée quand même. Mais le parallèle, en tout cas, il le fait clairement. Voilà, c'est ça. Tout le monde, voilà, et Bowen aussi le fait. Voilà, c'est ça. L'idée en fin de compte des intellectuels qui aujourd'hui défendent bec et ongle, notamment l'État d'Israël. On en a parlé la semaine dernière. Donc c'est surtout pour faire ce parallèle-là. Oui, tout à fait. Sur loin de moi l'idée de stigmatiser une population. Mais on peut s'orienter progressivement vers la conclusion. Et je pense que si on devait qualifier l'ouvrage de Louis Plenel par un seul mot, on pourrait dire c'est courage. Oui. Parce que lui-même, comme l'a rappelé Daoud plusieurs fois, c'est que cet ouvrage lui-même est un acte de courage de sa part, personnellement, mais aussi parce que pour lui, c'est la véritable réponse, le courage, à tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est que, comme il le dit à la fin de cet ouvrage, il dit que notre véritable adversaire n'est autre que la peur. Et effectivement, c'est que tous ces gens-là, en fait, surfent sur la peur des gens. Et les peurs, on ne peut pas les supprimer. Elles existent forcément d'une manière ou d'une autre chez les individus. Et qu'elles sont simplement instrumentalisées. Et donc, ce qu'il veut dire, c'est que pour répondre donc à cette peur, il ne faut pas y répondre en alimentant cette peur ou en la dénonçant, mais il faut y répondre par le courage. Et le courage, c'est pas forcément le courage de dénoncer, mais c'est le courage pour chacun. Donc là, il s'adresse à tous les Français, en disant que il faut que vous ayez le courage de ne pas céder à cette instrumentalisation et de faire l'effort de vous intéresser à qu'est-ce qui est vraiment aujourd'hui les problèmes qui vous concernent. Et comme on l'a dit, les réels problèmes, ce sont des problèmes sociaux, des problèmes économiques, même des problèmes géopolitiques de plus en plus. Et que ça demande effectivement du courage, parce que c'est tellement plus simple de rester dans son canapé et d'attendre qu'on nous dicte quels sont les vrais problèmes et d'acquiescer, de dire oui, effectivement, c'est tellement plus simple de se dire que tout est à cause des musulmans. S'il y a du chômage, c'est à cause des musulmans. Si il y a de la délinquance, c'est à cause des musulmans. Si mon frigo est tombé en panne, c'est aussi à cause des musulmans. Si il pleut ce matin, c'est à cause des musulmans. Donc en fait, ça devient complètement farfelu. Mais le problème, c'est que c'est aussi lié au manque de courage des gens.
c'est un manque de courage de se dire mais tout cela ne rime à rien et si on veut m'enfermer dans ce faux problème, c'est qu'en fait on veut me faire oublier les vrais. Peut-être une précision, Daoud, sur cet acharnement, en fin de compte, il nous reste 8 minutes, en fin de compte, sur, ça passe très très vite le temps, sur des solutions ou des pistes. Voilà, tu parles de vivre ensemble. Omar disait, c'est vrai que en rappelant les propos de Plenel, qui a nécessité d'avoir du courage, etc. Alors, je vais prendre une phrase de Plenel qui est très belle en fait. Il dit « Ce que nous croyons séparément importe moins que ce que nous faisons ensemble ». On peut avoir des divergences de point de vue, des divergences de croyances, mais ce qui importe... Alors, il dit cette phrase dans ce chapitre dont vient parler Omar sur l'aspect dérivatif de l'islamophobie, en disant « Attelons-nous ensemble, main dans la main », il parle du bout de tissu, du foulard, de la nourriture, du vêtement, bon... Tout ça, ce sont des épiphénomènes, des petites choses de la vie de tous les jours, mais c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est le vivre ensemble et le construire ensemble. Le fait de mettre ensemble la main à la pâte avec ce que nous avons de meilleur, chacun d'entre nous, pour construire une société qui soit meilleure, si cela est possible. Ça peut passer par une émission de radio, ça peut passer par une association caritative, ça peut passer par avoir sa carte dans un parti politique. Enfin, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire, mais bon, je le dis en passant. Et en tout cas, ça peut passer par plein de choses. L'essentiel étant que nous ayons la même envie de construire ensemble. Et cela, il le rappelle. Et il rappelle d'ailleurs dans le chapitre sur la laïcité que le but, selon lui, le but que avaient beaucoup d'hommes politiques à l'époque de la loi sur la laïcité en 1905, c'était justement de pacifier pour construire ensemble une société plus juste. Donc on pacifie les désaccords entre l'Église et la République en les séparant et on passe aux vraies questions qui sont des questions économiques et sociales. Donc ça c'est un point de vue général. Après nous, du point de vue particulier, je veux dire du point de vue strictement musulman, bien entendu, il y a la nécessité, on l'a dit, de s'instruire, de non pas montrer pas de blanche, loin s'en fout, mais de s'instruire et puis d'aller vers l'autre. Alors pour cela, faut-il encore le connaître. Voilà, faut-il encore le connaître parce que malheureusement, on critique l'islamophobie, mais on peut nous critiquer maintenant qu'on est entre nous, se poser la question de qu'est-ce que la communauté musulmane fait elle de son côté. Est-ce qu'elle est au courant de qui est l'autre, etc. Bon, mais en tout cas, moi je fais le pari que la connaissance est un élément fort pour l'intégration, en tout cas pour l'assise des musulmans aussi bien en France que dans le reste du monde, je veux dire. Donc on est tous responsables. Enfin, c'est vrai que l'idée, on parlait en tout début d'émission, de ce site internet, leslumièresdorient.com, qui a une volonté d'ouverture, en fin de compte, pas simplement de rester sur des livres ou islamiques ou des recettes maghrébines, je ne sais quoi. C'est vraiment un esprit d'ouverture. Et voilà, donc l'idée c'est ouverture et alimentation. Et d'alimentation. Alimenter les esprits en donnant un choix. Il y en a pour le simple lecteur qui lit très peu, des petits livres, et puis il y a des livres pour l'élite qui veut se construire intellectuellement. Et c'est extrêmement important aujourd'hui, le pari. Je veux dire, les révolutions sont faites avant tout par les livres. Voltaire était très peu lu en France, pratiquement personne ne pouvait le lire, et il a transformé le visage français. Les livres ont un impact considérable sur les sociétés. Merci beaucoup encore Daoud, barakallahu fik. Omar. Oui, un dernier mot de conclusion, et d'ailleurs ça complétera ce que vient de dire Daoud, c'est qu'effectivement, on l'a dit plusieurs fois pendant l'émission, c'est que ça ne sert à rien de répondre sur le plan idéologique, sur le plan des idées, sur le plan des arguments aux personnes qui popularisent ces idéologies de haine. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que la majorité des Français sont pas forcément pour ou contre l'islam, ni haineux envers l'islam, ni avoir de l'amour pour les musulmans. Et je crois que la meilleure façon de combattre aussi l'islamophobie pour tout un chacun, c'est aussi de rayonner par le bon exemple. C'est-à-dire, si les musulmans sont visibles pour de bonnes raisons, ça c'est quelque chose qui contribue énormément au moins à montrer à ceux qui n'ont pas d'idées préconçues et qui simplement sont victimes eux-mêmes de l'impact médiatique, de se rendre compte que finalement
ce qu'on me raconte à la télévision, ça ne colle pas tout simplement avec la réalité. C'est-à-dire ça ne colle pas avec celui que je connais, ça colle pas avec mon collègue de travail, ça colle pas avec mon voisin, ça ne colle pas. Aujourd'hui, avec simplement un déséquilibré qui commet un attentat, on arrive à faire entrer dans la tête des gens qu'il représente l'islam. C'est parfaitement scandaleux. Encore aujourd'hui, c'est d'actualité. Encore hier, des attentats ont été commis par des déséquilibrés qui sont souvent convertis depuis très peu de temps. Et même, c'est ce qu'on nous dit. Oui, par exemple, admettons que c'est vrai, mais même si c'était vrai, converti depuis quelques mois, par exemple, la personne qui a commis un attentat à Ottawa, on a su très rapidement que, par exemple, il avait été chassé d'une mosquée. C'est-à-dire qu'ils l'ont trouvé tellement catastrophique que même dans une mosquée, pourtant une mosquée, faut le faire pour se faire chasser d'une mosquée, c'est qu'ils ont dû le trouver tellement déséquilibré qu'ils l'ont eux-mêmes chassé. Alors comment on peut dire qu'une personne qui s'est convertie il y a quelques mois, qui est en plus déséquilibrée, qui était connue pour des faits de délinquance, de braquage, de détention de drogue, et en plus se fait chasser d'une mosquée, comment on peut oser dire qu'il représente les musulmans? C'est absolument scandaleux. Et pourtant, ça marche, parce que les médias sont très puissants, et donc ça appartient à chacun de pouvoir montrer qu'est-ce que c'est le vrai islam. Et ma foi, il y a énormément de belles choses qui peuvent être rayonnées par chacun. Très important ce que tu dis. Surtout ne pas dire que tout est fait, c'est déjà décidé, le monde est déjà dirigé, etc. Je rappelle donc les deux ouvrages. Le premier, Edoui Plenel, pour les musulmans, aux éditions La Découverte. Le second, John Bowen, L'Islam, un ennemi idéal, aux éditions Albin Michel. Disponible sur leslumièresdorient.com, et je précise que nous avons fait 2 résumés qu'on appelle les newsletters sur ces 2 ouvrages. Les 2 dernières, vous pouvez retrouver sur le site leslumièresdorient.com avec le résumé de l'ouvrage et bien sûr le livre en vente. Barakallahu fik, en tout cas, donc émission très très intéressante, très très riche. On a rendez-vous maintenant chaque mois avec toi, Daoud, avec Omar, avec Tayeb. Dans 2 semaines avec Tayeb. Dans 2 semaines avec Tayeb. Pardon, dans 2 semaines avec Tayeb. Mahdi, Barakallahu fik, merci à la technique. Donc on va vous remettre à ma demande, excusez-moi. C'est un souhait égoïste. Donc la Sima, en fin de compte, que j'ai trouvé vraiment magnifique. On se retrouve donc vendredi prochain, Inch'Allah, sur la zone de Passe LFM. Barakallahu fikoum. Excellente semaine. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. ليس في الوجود